Je dois d'abord vous rappeler, Madame Berthelot, ainsi que la loi le prescrit, et que je l'ai souligné lors de votre premier interrogatoire, que vous pouvez vous faire assister d'un avocat. Choisi par vous ou bien commis par les soins de la justice. C'est votre droit. Si vous décidiez d'en user, sachez seulement que l'instruction serait suspendue jusqu'à l'arrivée de votre défenseur et que le délai de garde à vue en serait prolongé d'autant. Je n'ai pas changé d'avis, monsieur le juge. Je n'ai pas besoin d'avocat. Je suis innocente. La présence d'un homme de loi n'est pas incompatible avec l'innocence de son client. Le plus souvent, si. On ne va pas consulter un médecin quand on n'est pas malade. On peut y aller pour vérifier que l'on est toujours bien portant. Je crois qu'on ne sort jamais tout à fait bien portant du cabinet d'un médecin, ni tout à fait innocent de celui d'un juge d'instruction. Oui, ce sont des nuances qui échappent encore à notre législation criminelle, Madame Berthelot. Pour le Code, on est innocent ou on est coupable. Et vous m'estimez coupable, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore dit que ma conviction était faite. Jusqu'à présent, vous n'êtes rien d'autre pour moi qu'un témoin, disons, le témoin principal. Le témoin principal, c'est le terme qu'on emploie dans les journaux pour parler d'un assassin pendant les premiers jours d'une enquête. Dans les journaux qui se respectent. Dans plusieurs autres, on ne s'embarrasse guère de précautions de ce genre. On fait du gros titre, sans souci des éclaboussures. Bien sûr, on reste soigneusement en deçà des frontières de la diffamation, mais si près des frontières que c'est déjà de la contrebande. C'est une affaire de mise en page, de ponctuation, de subtilité grammaticale. Dans cette prose-là, des guillemets bien placés, un point d'interrogation ou un conditionnel pesé au plus juste font parfois l'économie de lourds dommages et intérêts. Il y a une question à ce propos que j'aimerais vous poser. Quand votre innocence sera établie, si votre innocence est établie, je voudrais savoir si vous avez l'intention de porter plainte contre certains de ces journaux. Il m'est difficile de prévoir dès maintenant ce que sera ma réaction à ce moment-là, quand mon innocence sera établie. Car mon innocence sera établie, monsieur le juge. Mais je présume que je n'aurai pas envie de prolonger ce mauvais rêve. Je pense que je laisserai sécher la boue sans la remuer davantage. Voilà une excellente réponse, Madame Berthelot. Désirez-vous qu'elle figure au procès-verbal? Comme vous voudrez. L'usage est que le greffier ne prenne note de vos paroles et des miennes que lorsque nous en exprimons la volonté. C'est un accommodement avec le strict principe de la loi qui nous épargne de la paperasse inutile. Chaque fois qu'une de vos déclarations semble pouvoir plaider en votre faveur, vous êtes en droit de la faire notifier. C'est là une des prérogatives de la défense. Il ne faut pas que vous les ignoriez. Je ne manquerai d'ailleurs d'en faire état moi-même si l'un ou l'autre d'entre elles venait à vous échapper. Cela aussi fait partie de ma fonction. Je vous en remercie. Que décidez-vous? Eh bien, faites consigner ce que j'ai dit. Greffier, à la question « Je voudrais savoir si vous avez l'intention de porter plainte contre certains journaux », le témoin a répondu « Quand mon innocence sera établie, car elle le sera, je présume que je n'aurai pas envie de prolonger ce mauvais rêve. » Très bien. Madame Berthelot, vous dites avoir constaté la disparition de votre mari, ou plutôt avoir estimé que son absence était devenue disparition, le mardi en début de matinée. À mon réveil, oui. Vous vous êtes présenté à la police à 10h15. Oui. Quand aviez-vous vu M. Berthelot pour la dernière fois? Le dimanche. À quelle heure? Vers 17 ou 18 heures. Que faisait-il? Il était dans le jardin, il lisait, je crois. Et puis? Et puis il a disparu. Vers 17h30, 18 heures au plus tard, il était dans le jardin. Un peu après 18 heures, et il n'y était plus. Je l'ai appelé, et comme il ne répondait pas, je suis sortie de la maison. Non, je me souviens de l'heure parce que la télévision retransmettait un match et qu'il avait l'intention de le regarder. Un match de quoi? De football, je pense. Ensuite? Je suis rentrée. Je l'ai cherché dans la maison, et vainement. J'ai d'abord pensé qu'il était allé faire quelques pas sur la route. C'était son habitude? Ça lui arrivait quelquefois. Vous avez des relations dans le pays, des voisins que vous fréquentez régulièrement? Nous n'y connaissons personne. Depuis combien de temps y possédez-vous cette maison? Depuis 3 ans. Nous l'avons achetée dans les premières semaines de notre mariage. Vous y passez toutes vos journées de loisirs? Oui, mis à part 2 ou 3 semaines pendant les vacances d'été. Et vous n'y connaissez personne? Pour ainsi dire. C'est à peine si je sais le nom de la boulangère, de l'épicier ou du gérant du café-tabac. La plupart du temps, nous apportons toutes nos provisions de Paris, ou bien nous allons à Oudan, au supermarché. Il nous arrive d'échanger quelques phrases avec les occupants de la villa d'à côté, mais
Mais nous sommes assez jaloux de notre indépendance. N'est-ce pas curieux pour des professionnels des relations publiques? Au contraire. Durant toute la semaine, nous voyons du monde. Et quand vient le samedi, nous avons envie d'être un peu sauvages. Oui. Oui, je comprends. Comment était habillé votre mari ce dimanche soir? Il portait un pantalon de velours bleu, une chemise de sport et un pull-over. Et pensez-vous qu'il ait pu avoir avec lui, sinon sur lui, une forte somme d'argent? Oh non, je ne le pense pas. D'ailleurs, nous n'emportons jamais avec nous en fin de semaine que très peu d'argent. Reprenez votre récit. J'ai commencé à préparer le dîner. C'est seulement quand la nuit est tombée tout à fait que j'ai traversé le jardin pour aller jusqu'à la grille. Je me suis aperçu que la voiture n'y était pas. Il n'y a pas de garage dans la propriété? Si, mais mon mari ne l'utilise pas toujours. Il lui arrive souvent, surtout à la belle saison, de laisser la voiture devant l'entrée. De plus, je me sers du garage depuis 2 ou 3 semaines pour entreposer mes céramiques. Je m'intéresse beaucoup à vos céramiques, Madame Berthelot. Nous allons en parler un peu, si vous le voulez bien. Vous pratiquez cet art depuis combien de temps? Depuis que nous nous sommes installés dans la maison. 3 ans, donc. Oui. Il y existait un atelier que le précédent propriétaire avait fait construire au fond du jardin, derrière la buanderie. Je me suis d'abord initié moi-même à l'aide de quelques ouvrages spécialisés. Et un potier de Provence, l'été suivant, avec qui nous nous étions liés de sympathie, a perfectionné mon apprentissage. Pendant ces 3 années, vous n'avez jamais cessé de vous adonner à la poterie? Non. Si. Si, j'ai là le procès-verbal de la déposition de monsieur Didier Foucault, artisan électricien à Houdan. Vous lui avez téléphoné le 4 de ce mois, c'est-à-dire voici moins de 3 semaines, pour lui demander de venir réparer votre four. Il en a révisé le thermostat qui était déréglé et changé 2 plaques de chauffe défectueuses. Il a dû également nettoyer le conduit d'aération presque totalement obstrué par des feuilles mortes. Le témoin est formel. Il y avait plusieurs mois que vous ne vous étiez pas servi de votre installation. Pratiquer en amateur la céramique n'implique pas qu'on y consacre chacun de ses dimanches et chacune de ses journées de repos. On y revient selon son humeur, au gré de son envie. Un philatéliste n'est pas nécessairement penché sur ses timbres tous les soirs. Pourtant, il ne cesse jamais d'être collectionneur. Non, je ne vois pas ce que vous cherchez à prouver, monsieur le juge. Pour l'instant, je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Je ne requiers pas. J'instruis. Je m'applique seulement à dégager un par un des faits aussi indiscutables que possible pour qu'ils nous conduisent vers la vérité. La vérité est mon seul objectif. Et veuillez croire que si elle doit vous innocenter, je n'en éprouverai aucun dépit. Contrairement à ce que pensent beaucoup trop de gens, la qualification professionnelle d'un juge d'instruction ne se mesure pas au nombre de justiciables dont il pourvoit le ministère public. Il est réconfortant de vous l'entendre souligner. Je ne pense pas, en tout cas, que le témoignage de cet électricien puisse, si j'ose dire, vous éclairer. Il est... Ah non, ne vous interrompez pas, je prends quelques notes, mais je vous écoute. Il est exact que le four n'avait pas fonctionné depuis, je crois, novembre ou décembre. Mais je n'entreprends de cuire que 2 ou 3 fois par an. Ce n'est pas exceptionnel qu'il reste inutilisé pendant une aussi longue période. J'aimerais que cette précision figure au procès-verbal. Greffier. Monsieur Foucault déclare qu'il n'a pas aperçu votre mari pendant toute la matinée qu'il a passé à travailler chez vous. Monsieur Berthelot était absent de Gambet ce jour-là? Oui, c'était un jour de semaine, le lendemain du jeudi de l'Ascension. Jean-Pierre était allé travailler sans moi. Oui, notre secrétaire était en congé jusqu'au lundi, il fallait qu'il y ait quelqu'un au bureau. Donc, je récapitule. Bien que n'ayant jamais cessé de pratiquer la poterie, mais après vous être abstenu pendant 6 mois de fréquenter votre atelier, vous avez, le vendredi, lendemain de l'Ascension, convoqué un artisan pour remettre votre four en état. Cette réparation s'est effectuée en l'absence de votre mari. L'absence de mon mari n'est en rien liée à cette réparation. Je n'ai pas affirmé qu'elle l'était. Ne voyons là pour l'instant qu'une simple coïncidence. Voulez-vous me dire à quelle date le four ainsi réparé a été remis en marche pour la première fois? J'ai déjà répondu 10 fois à cette question. Faisons comme si elle n'avait pas encore été posée. Le dimanche. Ce dimanche-là? Oui. À quel moment? Le soir. Pouvez-vous préciser l'heure? Je n'ai pas noté l'heure. Vos voisins l'ont noté pour vous. Ce n'était plus le soir, c'était la nuit.
Mais monsieur Raoul Tardieu a été réveillé par du bruit provenant de votre jardin à 0h40, exactement. Monsieur Tardieu semble très soucieux de ses notions d'horaire. Il règle, paraît-il, sa montre, ses pendules et son réveil chaque jour sur l'heure officielle de la télévision. Je résume sa déposition assez copieuse en quelques phrases. Tiré de son sommeil donc à 0h40, il a tenté de se rendormir. Et n'y parvenant pas, il s'est levé un quart d'heure plus tard, il est allé jusqu'à la fenêtre de sa chambre, qui donne sur votre propriété. Il a très nettement distingué de la lumière dans votre buanderie et dans votre atelier. C'est possible. C'est sans aucun doute certain. Monsieur Tardieu est retraité de la police et il sait à ce titre ce que pèse un témoignage. Son épouse, éveillée à son tour peu après, confirme d'ailleurs entièrement celui-ci. Enfin, je n'ai jamais nié avoir travaillé ce soir-là dans mon atelier. Les enquêteurs s'expliquent mal, et je partage leur insatisfaction sur ce point, que vous ayez choisi une pareille heure, dans un pareil moment, pour revenir après plusieurs mois à la céramique. Je crains de ne pouvoir assouvir la curiosité des enquêteurs. Madame Berthelot, ce n'est pas une réponse. Un magistrat instructeur ne peut s'en contenter. J'espère que vous en êtes consciente. Oui, monsieur le juge. Je veux simplement dire que je n'avais aucune raison particulière de choisir une pareille heure dans un pareil moment, pour reprendre votre expression. D'ailleurs, je ne les ai pas choisis. Il s'est trouvé qu'une quinzaine de pièces attendaient, qui devaient être cuites. Je n'allais pas me mettre au lit comme si de rien n'était. D'autant plus que je n'aurais pas pu dormir. Plutôt que de tourner en rond autour du téléphone en fumant cigarette sur cigarette, j'ai préféré me livrer à ce travail manuel pour tromper mon inquiétude. Pourquoi mentionnez-vous le téléphone ? Vous attendiez un appel ? Non. Vous aviez lieu de penser que c'est par le téléphone que vous seriez renseigné sur l'absence de votre mari ? Pas précisément, mais je suppose qu'il est naturel, lorsqu'une personne de votre famille a disparu inexplicablement de votre domicile, à l'heure du dîner, que vous attendiez de ses nouvelles avec impatience. Pourquoi de ses nouvelles et non pas son retour ? C'est la même chose. Pas tout à fait. Dans mon esprit, c'était la même chose. J'attendais que la porte s'ouvre, ou bien que le téléphone sonne. Je n'ai rien voulu dire d'autre. Pourquoi cherchez-vous absolument un sens caché à chacune de mes paroles ? Et pour le cas où l'une ou l'autre de vos paroles cacherait quelque chose, Madame Berthelot. Voici encore une question. Vous avez constaté l'absence de votre mari le dimanche. Vous n'en avez avisé la police que le mardi matin. Pour quelle raison ? Je reculais toujours. Oh, comment vous expliquer ? C'est un peu comme quand on a la grippe. On ne tombe vraiment malade qu'après s'être mis au lit. Je me disais que Jean-Pierre n'aurait disparu pour de bon que lorsque j'aurais passé la porte du commissariat. Je n'osais pas me décider. Je me forçais à attendre encore pour conjurer le sort en quelque sorte. C'était presque superstitieux. Oui. Cette explication en vaut une autre. Vous ne vous êtes pas querellé avec votre époux ce dimanche après-midi ? Querellé ? Oh, non, pas du tout. Vous n'avez pas eu ensemble une dispute ou au moins une discussion violente ? Assez violente pour attirer l'attention du voisinage ? Ah oui, je me rappelle que nous avons eu un désaccord à propos d'une affaire en cours à l'agence. Nous avons élevé un peu la voix, c'est vrai. Mais on ne peut appeler cela une querelle, ni même une dispute. C'était tout au plus un échange ardent de convictions opposées. Voulez-vous être assez aimable pour croiser vos jambes un peu moins haut, s'il vous plaît ? J'ai beau essayer de ne pas les voir, mon regard s'y arrête malgré moi. Et cela m'empêche de me concentrer. C'est que vous avez de fort jolies jambes, Madame Berthelot. Merci. Elles sont si agréablement dorées par le soleil qu'on se demande si vous portez des bas, ou bien si c'est votre peau elle-même, qui a ses reflets de miel et de bois blond. Devinez. Oui, deviner n'est pas tout pour un magistrat. Il lui faut encore réunir des indices et formuler des preuves. Vous permettez que je me rapproche de vous ? Je permets. C'est sans doute ce que l'on appelle un transport de justice. Vous avez la peau douce, Madame Berthelot. Vous avez les mains éloquentes, monsieur le juge. Alors, laissez-les parler. Attention, le greffier va noter ce qu'elles disent. Greffier, disparaissez. Embrassez-moi, Madame Berthelot.
Si vous estimez que c'est indispensable à l'enquête. C'est mon intime conviction. Vous êtes seul juge. Il y a quand même des moments où j'ai un peu peur, Jean-Pierre, où je me demande si nous ne faisons pas une bêtise. C'est peut-être parce que tu étais ce soir encore plus impressionnant qu'hier en juge d'instruction, mais pendant que tu m'interrogeais, je me sentais une âme de coupable. Et oui, j'étais gagnée petit à petit par la conviction effrayante d'avoir à répondre d'un vrai crime. Mais c'est excellent, au contraire. Ça correspond exactement au personnage que tu dois jouer. N'oublie pas qu'il te faudra, durant plusieurs jours, faire figure de vrai coupable, précisément aux yeux de la police. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce soir, tu as été parfaite. J'ai noté une remarque ou deux, mais sans grande importance. Par exemple, tu as fait de l'esprit en parlant du témoignage de l'électricien qui ne pourrait pas m'éclairer. Non, attention à ça. D'abord parce que ça ferait sans doute mauvaise impression sur un magistrat et qu'il est inutile de l'indisposer contre toi. Et puis surtout, parce que c'est une attitude trop désinvolte pour un assassin possible. Elle témoigne d'une conscience trop paisible. Non, la difficulté, justement, sera d'entretenir les soupçons chez les enquêteurs et, par conséquent, chez les journalistes, sans rien avouer, ni sans cesser d'affirmer ton innocence. Mais si nous laissons assez d'indices compromettants, tu y arriveras. Est-ce que nous avons bien calculé tous les risques? Tu es sûr que nous bénéficierons du sursis? Écoute, nous avons lu le code pénal dans tous les sens. En fait, ce genre de délit n'est même pas prévu par la loi. Nous enrichirons la jurisprudence. Alors de quoi pourra-t-on nous accuser? Hein? Après une scène de ménage, je disparais. Et je vais bouder dans une maison de campagne dont un ami nous a confié les clés. Tu sais où je suis? Mais pour me donner une leçon, tu signales ma disparition à la police. C'est tout. Il n'y a même pas de faux témoignage. Le reste, ce sera la version des enquêteurs. Tant pis pour eux s'ils se laissent entraîner sur une fausse piste. On va nous inculper d'outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions, et encore, sans injure ni menace. Nous serons passibles d'une amende et de quelques semaines de prison. Toi, tu pourras jouer de ta maternité prochaine. Moi, je soutiendrai que dans ma thébaïde, je ne lisais pas les journaux et que je n'écoutais pas la radio et que j'ignorais tout de ce qui t'arrivait. Nous n'avons jamais été condamnés, ça ne peut pas aller chercher bien loin. Surtout avec Capdevielle comme avocat. S'il n'acceptait pas de nous défendre... Il sera trop content, sois tranquille. L'affaire aura fait beaucoup de bruit, c'est tout ce qu'il demande. Tu n'es toujours pas d'accord pour lui en parler avant? Non. Non, Sophie, je te le répète, ce serait une erreur. Je suis persuadé qu'il le prendrait mal et qu'il refuserait de se compromettre. Ce serait dangereux et pour lui et pour nous. Non, si nous voulons réussir, nous devons garder le secret. Tout de même, j'aurais bien aimé prévenir Francine. En elle, nous pouvons avoir confiance. Elle me serait utile et je me sentirais moins seule. Et tu en ferais notre complice. Je sais parfaitement qu'elle accepterait, qu'elle nous soutiendrait sans hésitation et qu'elle ne nous trahirait pour rien au monde. La question de lui faire confiance ne se pose même pas. Seulement, elle va être interrogée, Francine. C'est un cœur d'or, c'est une amie sûre, un Terre-Neuve, un Saint-Bernard, tout ce que tu voudras, mais elle n'a pas ta classe. En face d'un flic un peu méchant ou d'un juge d'instruction un peu malin, elle ferait une gaffe au bout de 20 minutes. C'est une première raison. Et puis il y en a une autre. C'est que nous avons besoin d'elle pour faire marcher l'agence aussi longtemps que nécessaire. Et ça, elle en est capable. Non. Crois-moi, ma chérie. Tu devras te battre seule. Alors je me battrai seule. Faut-il que je t'aime, hein? Tu iras en chercher des femmes qui se lanceraient dans une aussi folle aventure pour l'amour de leur mari? Non, je n'irai pas en chercher. J'en ai déjà une, et je ne trouverai pas mieux. Mon chéri. Je ne veux pas que tu sois inquiète. C'est bien que je te laisse le plus gros du travail. Et je te l'ai déjà dit, si tu le veux, nous pouvons intervertir les rôles, il est encore temps. Mais je ne me sentirai pas tranquille à l'idée de te savoir toute seule pendant des jours et des nuits dans ce vieux moulin isolé. Ah non, je ne supporterai pas. Je mourrais de peur le soir sans lumière, sans même pouvoir allumer une bougie ni une lampe électrique, à entendre marcher les rats et craquer les poutres du plafond. Non, ne changeons rien, Jean-Pierre, c'est moi qui ferai l'assassin. Ce sera un bien joli portrait d'assassin pour les photographes de presse. Espérons-le. C'est cela aussi qui me tracasse.
Et si les journaux n'en parlaient pas? Oh, alors là, Sophie, tu es franchement pessimiste. Enfin, c'est ton métier, la publicité. Oui, je sais bien que jusque-là, nous n'y avons guère réussi. Mais quoi, tu la connais, la presse à sensation? Tu n'imagines pas qu'elle va négliger un beau crime bien croustillant, bien répugnant, bien ignoble comme celui-là? Ils vont foncer comme une meute, messieurs les marchands d'émotions fortes. L'adjectif racoleur à la pointe du stylo et le sous-entendu ordurier en bandoulière. On va leur en fournir pour une semaine, en dosant les effets. Rassure-toi. Rassure-toi, les journaux en parleront. Oui, oui, bien sûr. Tu sais, chérie, j'ai bien pesé nos chances. Une agence de publicité, c'est une marque. Qu'est-ce qui fait vendre une marque? La publicité. Alors nous allons en faire, pour des centaines de millions. Rappelle-toi, le soir où nous avons calculé le total de ce que coûterait une annonce en première page dans tous les quotidiens français pendant 5 jours consécutifs. Sans compter les hebdomadaires, ni la radio, ni la télévision. C'est vertigineux. Aucune agence de publicité ne pourrait lancer pour sa propre promotion une campagne aussi énorme. Ah, oui. Je me demande si ça n'est pas trop énorme, justement. Si ça ne va pas se retourner contre nous. Pourquoi? Il n'y a qu'une loi dans cette jungle, celle du profit. Combien ça tarde au choix des moyens? Les autres, tout leur est prétexte à s'engraisser. Le sexe et le mensonge, les bons sentiments et la mauvaise foi, l'enfance malheureuse, le patriotisme, la misère ou la crédulité. Ah, je sais bien. Tu peux me croire, ma Sophie, tu peux me croire. Si nous réussissons ce coup, nos vaches maigres s'en iront paître ailleurs. Fini les fins de mois torturantes. Les annonceurs vont nous courir après. Pour eux, la notoriété, comme l'argent, n'a pas d'odeur. Et nous serons connus, donc compétents, c'est la règle du jeu. Aujourd'hui, on a le droit d'être incapable, pas celui d'être ignoré du grand public. Non. Chasse tes craintes, mon amour. Tout se passera bien. Nous y sommes, c'est demain. Sois calme et sûr. Récite ta leçon sans rien oublier. Il n'y a pas de petits détails dans cette partie que nous allons jouer. Surtout demain soir. Après m'avoir déposé, roule prudemment. Oui. Et dimanche, respecte scrupuleusement notre horaire. Ne déclenche pas la bande magnétique avant de t'être assuré que les Tardieu sont dans leur jardin. Je n'oublierai pas. Les lapins. Ils sont dans le réfrigérateur. J'en ai acheté 4 dans 4 magasins différents. Tu vois que tu penses à tout. Oh, j'essaie. Je suis quand même un peu nerveuse. Oh, je voudrais que demain n'approche pas si vite. Moi, c'est le contraire. Si j'ose ainsi parler, je me consume d'impatience. Je brûle d'être à demain pour voir s'accomplir la parole de l'Écriture. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Et quand tu seras retourné en poussière, je passerai l'aspirateur. Veuillez vous asseoir. Alors, vous n'avez pas changé d'avis, vous êtes toujours décidé à vous passer d'avocat. Je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas besoin d'avocat, je suis innocente. Si vous êtes innocente, nous le saurons, rassurez-vous. Nous allons reprendre votre précédente déposition pour en approfondir certains points, pour en éclairer d'autres, surtout à la lumière des progrès de l'enquête. Voyons d'abord cette question d'argent. Selon vous, votre mari n'avait sur lui le soir où il a disparu qu'une somme assez modeste. Oh, 200 francs au maximum. Et je dirais plutôt 150. Il dispose d'un compte bancaire. Oui? Avez-vous retrouvé son carnet de chèques parmi ses affaires personnelles? Non. Ni à Gambais, ni à Paris? Non. Savez-vous à combien se montait le solde créditeur de votre compte à la date du 14, c'est-à-dire l'avant-veille du dimanche où M. Berthelot a disparu? Oh, à peu près, oui. Quelques dizaines de francs, je crois. Au centime près, 29 francs 86. J'ajoute que ce chiffre n'avait pas changé ce matin. C'est-à-dire que votre banque n'a enregistré pour votre compte, depuis 5 jours ouvrables, aucune opération de rentrée ou de retrait de fonds. La dernière remonte précisément au 14 de ce mois où M. Berthelot s'est fait payer 300 francs sur un chèque tiré à l'ordre de lui-même. Cela concorde avec mes déclarations. C'est vrai. Votre mari aurait-il pu conserver quelque part des liquidités importantes? Oh, certainement pas.
Je vais vous poser la question différemment. Aurait-il pu avoir mis de l'argent de côté sans que vous le sachiez? Non, monsieur le juge. Mon mari et moi formons un couple aussi unique possible. Nous nous portons l'un à l'autre une confiance totale. D'ailleurs, même en imaginant, pour les besoins de la discussion, qu'il ait pu me dissimuler à un magot quelconque, je ne vois pas comment il l'aurait amassé. Je fais avant lui tous les comptes de l'agence. Et toutes les commissions versées passent d'abord par moi. Mais il aurait pu gagner au jeu ou aux courses. Il n'a jamais joué de sa vie. Comment pouvez-vous en être sûr? Une femme ne se trompe pas sur ces choses-là. Enfin, il faudrait donc admettre que M. Berthelot a échappé depuis 6 jours aux recherches de toutes les polices de France, avec pour seule ressource 150 francs. On n'est pourtant pas loin avec un aussi maigre viatique. Vous comprenez que ces renseignements ne plaident pas en faveur de la disparition volontaire. Oui. Quelle est votre position exacte dans l'agence que vous avez fondée avec votre mari? Nous travaillons en très étroite collaboration. Mais comment se fait-il que ce soit vous, la directrice en titre? Oh, c'est une simple question de commodité fiscale. Quand nous avons décidé de créer Publi 7, Jean-Pierre était voyageur de commerce, titulaire d'une carte multiple. Nous avons estimé qu'il était plus avantageux pour lui de conserver le statut des VRP à cause des impôts et des charges sociales. Et pourquoi cette raison sociale, Publi 7? Un peu parce que les bureaux sont installés au numéro 7 de la rue, un peu aussi à cause de Publi 6. C'est un assez mauvais jeu de mots, mais il nous a fait rire. Le soir où nous cherchions notre appellation commerciale, nous l'avons gardé. De quand datent les premières difficultés de votre affaire? Car elle connaît, semble-t-il, quelques difficultés, ne serait-ce que, si j'en juge, par la modicité de votre compte en banque. J'aimerais beaucoup, si elles sont indispensables, que ces considérations d'un intérêt seulement commercial restent confidentielles. Vous comprendrez que... Dans la mesure où ils ne sont pas la matière même de l'instruction, ces éléments ne sortent généralement pas du dossier. Et vous avez pu remarquer d'ailleurs que nos propos ne sont pas sténographiés pour l'instant. Nous les résumerons plus tard en présence d'un greffier dans une courte déclaration. Je veux bien m'engager à ce que ces précisions d'ordre financier n'y soient pas mentionnées. Néanmoins, j'estime utile d'être renseigné sur ce point. Nous ne sommes pas au bord du gouffre, si c'est ce que vous entendez. L'équilibre financier de l'agence n'est-il pas, sinon menacé, disons précaire, depuis quelques semaines? Oui, il est vrai que nous traversons une passe un peu délicate. Depuis le début de l'année, nous avons pratiquement consacré tout notre temps à travailler sur un projet de campagne pour un très gros client. Et le contrat nous a échappé à la dernière minute. La concurrence est assez féroce dans le milieu des affaires, n'est-ce pas? N'exagérons rien. Le milieu des affaires, quoi qu'on en prétende, n'est guère plus dangereux que les rives de la Haute-Amazone ou que la Nationale 13 un samedi de Pentecôte. On peut encore assister sans armes à un conseil d'administration, à condition de bien regarder derrière soi. Et vous aviez engagé de gros frais sur ce travail? Non, heureusement non, à part quelques maquettes que nous avons payées à notre dessinateur. Tous nos investissements se limitent au loyer des bureaux et à la note du téléphone. N'avez-vous pas une secrétaire? Madame Delhomme est mon amie d'enfance. Elle fait office de secrétaire, mais en réalité, elle est rattachée à l'agence en qualité de courtier libre, rémunérée au commissionnement. Madame Berthelot, je vais devoir vous demander une mise au point embarrassante. Une enquête judiciaire, vous savez, ne s'accommode guère de la discrétion. Et notre police n'est pas si mal faite, elle découvre beaucoup de choses. Un peu plus de choses même que les journalistes. Avant de vous épouser, M. Berthelot a été très lié avec Madame Delhomme. Je crois pouvoir dire lié intimement. Vous faites fausse route, monsieur le juge. Francine est totalement en dehors de cette histoire. C'est peut-être un peu vite dit. Elle est, je l'ai déjà précisé, mon amie d'enfance, ma seule véritable amie, depuis 20 ans. Nous sommes connus au lycée. Et nous ne nous sommes guère quittés depuis lors, même pendant les 2 ans où elle a été mariée. Après son divorce, nous avons partagé quelques mois le même appartement. C'est elle, effectivement, qui m'a fait rencontrer Jean-Pierre, dont elle a été la compagne pendant une courte période. Et puis nous sommes, lui et moi... Continuez, je vous en prie. Quelle que soit la façon dont on les rapporte, je me rends bien compte que ces détails laissent une impression déplorable. Je tiens beaucoup à la dissiper, monsieur le juge. En fait, les choses se sont passées simplement et proprement. Francine et Jean-Pierre n'étaient plus que de bons camarades. Leur liaison avait pris fin quand je suis sortie avec lui pour la première fois.
Vous ne trouverez rien du côté de Francine. De quel côté suggérez-vous que je doive chercher, Madame Berthelot? Oh, je présume que vous n'avez pas besoin de moi pour en décider. Non, bien sûr. Mais vous pourriez me faire gagner du temps. Comme vous le savez sans doute, c'est le temps qui manque le plus à notre appareil judiciaire. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, la justice est trop lente. Elle ne peut être partout, il faudrait qu'elle soit dans des délais raisonnables. Et l'extrême lenteur est aussi mauvaise pour elle qu'une hâte excessive. Alors, si vous saviez quelque chose que j'ignore, mais que mon travail est de découvrir, nous pourrions économiser de précieux instants. Je préfère vous laisser faire votre travail. Ou bien vous êtes très sûr de vous, ou bien vous avez la conscience tranquille. Peut-être les deux. Je ne crois pas. Je trouverai. Nous trouvons presque toujours. Ça ne me fait pas peur. Madame Berthelot, je me demande si vous vous rendez bien compte de la situation. Votre mari a disparu, dans des conditions pour le moins mystérieuses, depuis 6 jours maintenant. Il ressort de vos propres déclarations qu'il aurait quitté soudainement votre domicile en fin d'après-midi, à bord de sa voiture, sans le moindre bagage et muni d'une somme d'argent dérisoire en la circonstance. Le véhicule a été retrouvé le lendemain à 10 kilomètres de là, en direction de Paris, devant un restaurant de routier fermé pendant la nuit. Toutes les unités de police et de gendarmerie du territoire métropolitain ont été avisées de cette disparition. Le signalement de Jean-Pierre Berthelot a été communiqué dans tous les ports et tous les aéroports, ainsi qu'à tous les postes frontières. Tous les hôpitaux, toutes les cliniques, publiques ou privées, ont été l'objet d'une démarche des enquêteurs. Je dois d'ailleurs reconnaître que cet impressionnant dispositif n'est pas particulier à votre affaire. La police possède aujourd'hui des moyens de communication et d'information suffisants pour donner à toute recherche de personnes disparues une aussi large portée. C'est de la routine. Mais on peut se fier à ces résultats. Eh bien, on ne trouve nulle part la moindre trace de votre mari. Je le sais. Écoutez, la justice doit se prononcer sur sa disparition. C'est-à-dire qu'il lui faut en établir les causes, les circonstances, et en trouver dans la loi les conséquences que celle-ci a prévues. Mais nous sommes là pour l'y aider. Vous, comme moi. Je vais être brutal. Parmi toutes les vérités possibles, il y a celle du meurtre. Et parmi tous les auteurs possibles de ce meurtre, il y a vous. Comprenez-moi, je raisonne dans l'absolu. Je ne vous accuse pas. Mais je dois tout envisager. Nous aurons progressé vers la solution quand nous aurons écarté ensemble, définitivement, cette hypothèse. Si, bien entendu, elle doit être écartée. Avez-vous tué votre mari, Madame Berthelot? Non, monsieur le juge. Je n'ai pas tué mon mari. Malheureusement, votre dénégation ne peut nous suffire. Je suis tout prêt, quant à moi, à reconnaître votre innocence. Et même, je l'estime encore possible. Vous voyez que je ne suis pas votre ennemi. Seulement, il y a plusieurs éléments dans votre dossier qui ne laissent pas de vous être défavorables. Et vous le savez très bien. Et quelle est la largeur exacte de votre four à céramique? 80 centimètres, je crois. 85. Et sa hauteur? 1 mètre à peu près. 1,10 m. Et sa profondeur, 1,40 m. Et c'est bien le 4 de ce mois que M. Foucault, un électricien de Houdan, est venu réparer et réviser l'équipement de votre atelier. Oui. Je vous lis quelques passages de sa déposition. Question. Combien mesurez-vous? Réponse du témoin, 1,78 m. Combien pesez-vous, le témoin? Dans les 85. Question. Pour changer les plaques chauffantes, avez-vous été obligé de vous introduire dans l'appareil? Témoin. Ce n'était pas la peine. Elle se monte et se démonte facilement de l'extérieur. Question. Au cours de votre travail, avez-vous pénétré à l'intérieur du four? Témoin. Oui, en partie. Le haut du corps pour un branchement à vérifier. Question. Auriez-vous pu y pénétrer tout entier, jambes repliées? Témoin. Oui, c'est très faisable. Et combien mesure votre mari, Madame Berthelot? 1,74 m. Combien pèse-t-il? 70 kilos. Votre groupe sanguin, eh bien le groupe B, n'est-ce pas? Oui. Je termine ma lecture. Question. Vous êtes-vous blessé pendant que vous répariez ce four, à une main par exemple, même très légèrement? Témoin.
Non, je ne m'en souviens pas. Une dernière question, monsieur Foucault. Savez-vous à quel groupe sanguin vous appartenez? Réponse du témoin, oui, au groupe 0. Quel est le groupe sanguin de votre mari? Je dois le savoir, mais je ne me le rappelle jamais. Groupe A négatif. C'est ça, oui. Monsieur Berthelot avait-il pénétré dans votre atelier ces dernières semaines? Oui, certainement. Y a-t-il travaillé? Oh non, mon mari n'est guère bricoleur. L'atelier est plutôt mon domaine. Il ne s'y rend que lorsque je m'y trouve déjà. Avez-vous souvenir qu'il se soit blessé récemment? Blessé? Oui, par exemple, écorcher un doigt ou le dos de la main, je ne sais pas. Pas que je sache. Voici le rapport d'un de nos experts. Je vous prie d'en prendre connaissance. La police a trouvé des traces de sang humain sur le panneau intérieur et sur l'un des montants de la porte de votre four. Du sang du groupe A négatif. Alors Jean-Pierre a dû effectivement s'écorcher un doigt ou le dos de la main. Vous êtes une interlocutrice de qualité, Madame Berthelot. J'admire votre maîtrise de vous-même. Autre chose. Quelle température peut atteindre votre installation? Elle peut monter jusqu'à 1100 degrés. Je répugne, autant que vous, à évoquer ces précisions macabres, croyez-le. Mais, d'après une note que me communique la brigade criminelle, le corps d'un chat brûlé dans un four de ce genre se réduit à un petit tas de cendres blanchâtres, littéralement impalpables, qui tiendrait tout entier dans une enveloppe de format courant. Et combien de temps faut-il à la paroi intérieure du four pour se refroidir complètement? Au moins 12 heures. Avez-vous l'habitude de passer l'aspirateur dans votre atelier? Oui. Les matériaux que j'y emploie laissent de la poussière. Vous êtes-vous servi de votre aspirateur dans votre atelier lundi dernier? Oui. Vers quelle heure? Dans l'après-midi, je crois. D'après le témoignage de Madame Tardieu, votre voisine, c'était vers 14 heures. Mettons 14 heures. Madame Tardieu a souligné qu'elle n'avait jamais entendu jusqu'alors fonctionner un aspirateur dans cette partie de votre habitation. C'est qu'elle avait mal écouté jusque-là. Le commissaire Paulin a fait examiner cet aspirateur. Non seulement le sac à poussière en était totalement vierge, mais encore l'appareil tout entier avait été nettoyé à l'essence de térébenthine. Avez-vous coutume d'entretenir avec un soin aussi méticuleux cet ustensile de ménage? Oui, à cause des peintures et des vernis qui risqueraient d'en abîmer le mécanisme. Qu'avez-vous fait des poussières ainsi recueillies dans votre atelier? Elles sont restées dans le sac. Ce sont des sacs de papier que l'on jette quand ils sont pleins. Où avez-vous jeté celui-là? Dans la poubelle. Évidemment. Il se trouve que je ne fais pas collection de ce que je ramasse dans mes aspirateurs. Ainsi, Madame Tardieu atteste que vous n'avez pratiquement pas quitté votre atelier de toute la matinée du lundi. Elle vous a vu en sortir un instant et y rentrer presque aussitôt à 3 reprises, vers 8h45, à 10h30, puis vers 13h. Monsieur Tardieu, lui, y a vu briller de la lumière à 2 moments au moins de la nuit, à 1h10, puis entre 3h50 et 4h20. C'est à 3h50 qu'il soutient avoir de sa fenêtre ouverte très nettement perçue, selon ses propres termes, une odeur caractéristique de viande calcinée. Laissez-moi parler, je vous en prie, je vais être beau joueur. La déposition de Raoul Tardieu ne m'a pas si fortement impressionné que vous semblez le croire. D'abord, et un peu paradoxalement, parce qu'il est brigadier de police en retraite et que je fais la part de la déformation professionnelle. Aussi parce qu'il est né dans cette maison où il demeure encore et qu'il se souvient d'avoir, au temps de son adolescence, croisé Henri-Désiré Landru dans les rues du pays un peu avant que n'éclate la fameuse affaire. C'est elle, paraît-il, qui aurait d'ailleurs décidé de sa vocation. Sa bonne foi, bien sûr, n'est pas en question. Mais enfin, je reste prudent, car nous rejoignons là un aspect de votre dossier qui, je l'avoue, me déroute. Gambet, le four allumé dans la nuit, l'odeur de chair brûlée. Non, c'est presque trop facile. Une aubaine pour les journalistes, qui ne se privent pas, bien entendu, d'en profiter. Une aubaine aussi pour les enquêteurs. Tout paraît devoir vous accuser. Chaque examen nouveau, chaque analyse de laboratoire, chaque déposition de témoins se retourne contre vous. Même celle de votre meilleure amie. Francine? Oui. Oh, c'est ridicule. Francine n'a rien pu dire contre moi. Si. Oh, bien involontairement, je le signale tout de suite. Madame Delhomme n'a fourni sur vous que les meilleurs renseignements. Elle est très visiblement convaincue de votre parfaite innocence. Mais je lui ai fait subir un interrogatoire très approfondi, car pour être franc, elle a figuré dès le début de l'enquête au nombre des suspects possibles. Nous n'avions pas encore vérifié son emploi du temps,
quand elle a comparu devant moi. J'ajoute qu'elle est totalement hors de cause. Elle a passé le samedi et le dimanche chez sa mère à Rouen. Elle est rentrée à Paris le lundi matin pour se rendre directement à votre agence. 6 personnes en font foi, dont un premier président de cour d'appel. Son alibi est inattaquable. Enfin, avant de le savoir, je l'avais scrupuleusement questionné. En particulier sur les moyens de locomotion qu'elle utilise. C'est ainsi que j'ai appris qu'elle possédait, outre sa voiture, un cyclomoteur. Et qu'elle vous avait prêté cet engin, voici une quinzaine de jours, après que vous ayez exprimé le désir de vous en servir pour des promenades dans la campagne. C'est bien exact. Oui, je m'en souviens. Madame Delhomme vous l'a amené elle-même à Gambet sur la galerie de sa 204 un samedi après-midi. Oui. Où se trouve ce cyclomoteur? Mais à Gambet, dans le garage? On a découvert, accroché à l'arête de son garde-boue, un minuscule fragment de tissu provenant de la banquette arrière de votre voiture. Et sur le plancher de celle-ci, des traces du carburant 2 temps qui remplissait son réservoir. Avec seulement ces 2 preuves matérielles, n'importe quel avocat général démontrerait à un jury d'assises que vous avez conduit vous-même votre voiture à l'endroit où elle a été retrouvée, puis que vous êtes revenu chez vous sur le cyclomoteur. Il n'aurait même pas besoin de produire le témoignage de M. Alain Scapomaccio, employé de nuit dans une station-service proche de Montfort-l'Amaury, dont votre mari et vous êtes les clients et que vous avez vu passer dimanche aux environs de 23h30 devant ces pistes brillamment éclairées. Non, trop d'indices vous accusent décidément. C'est à se demander s'ils n'ont pas été accumulés exprès. À moins que vous ne soyez la victime d'un concours inouï de circonstances malheureuses. Ou alors, à moins que tout cela ne soit qu'une mise en scène, Madame Berthelot. Il y a de trop lourdes présomptions contre vous. Nous sommes samedi soir, il ne me sera pas possible de vous entendre demain. J'ai demandé au parquet une prolongation du délai de garde à vue, et elle m'a été accordée. Je m'estime obligé, en conscience, de vous tenir à la disposition de la justice. Finissons-en, monsieur le juge. Jean-Pierre est vivant. Il se cache depuis dimanche dans un vieux moulin transformé en maison de campagne, dont un ami qui séjourne actuellement à l'étranger nous avait laissé les clés. L'adresse complète est notée sur ce papier. Voici. C'est dans l'Aube, dans la région de Nogent-sur-Seine, entre Nogent et Romilly. C'était donc ça. Mais pourquoi cette sinistre mascarade? Quelle mascarade, monsieur le juge? Ce n'était, comme vous l'avez dit, qu'un concours inouï de circonstances malheureuses. Les enquêteurs ont été abusés par elle et par leur trop fertile imagination. Je n'ai fait que cuire des céramiques. Mon mari et moi, nous étions disputés pour la première fois en 3 ans de vie commune. Et il est allé se cloîtrer là-bas comme un gamin qui fait la tête. J'ai pensé lui infliger une bonne leçon en signalant sa disparition à la police. Alors, je reconnais avoir agi légèrement et j'en demande pardon à la justice. Mais je ne pouvais pas prévoir que l'affaire irait si loin. Pourquoi n'avoir pas avoué plus tôt? J'attendais que Jean-Pierre cédât le premier. Je n'avais pas pensé que là-bas, il ne doit pas lire les journaux. Si vous dites vrai, vous savez que vous êtes passible d'une très lourde amende, et même de plusieurs mois de prison. Vous ne le saviez pas? Non, monsieur le juge. Enfin, je vais faire téléphoner tout de suite à la gendarmerie intéressée. Et nous demanderons quelques explications à votre mari. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Rentre vite, ne reste pas sur le seuil. Je suis venue te parler. Comment savais-tu que j'étais là? Je le savais. Sophie te l'a dit? Je le savais. Je sais cela et tout le reste. Bien que vous ne m'ayez pas mise dans la confidence. Ça alors? Comment as-tu trouvé? Tu permets que je m'asseye? Oui, bien sûr, excuse-moi. Tiens, prends cette chaise, c'est la seule. Donne-moi ton sac, Non, je vais le poser quelque part. Je préfère le garder, ne te dérange pas.
Débarrasse-toi au moins de ton imperméable et de tes Non, gants. c'est inutile, je ne veux pas m'attarder. D'abord, comment es-tu venu? En voiture. Je n'ai rien entendu. J'ai coupé le moteur au sommet de la pente et j'ai roulé au point mort jusqu'au bas du chemin. J'ai aussi pensé à éteindre mes phares, ne t'inquiète pas. C'est pour toi que je m'inquiète, je ne veux pas que tu sois mêlé à tout ça. Je m'en suis aperçu. Qu'est-ce que tu sais exactement, Francine? L'essentiel. Et je vous félicite de grand cœur. L'opération a été conçue et conduite d'une manière superbe, tout y est. L'imagination, l'audace, la minutie, l'ambition, la maîtrise de soi. Ça tient du programme Apollo, du hold-up réussi et du lancement d'une nouvelle lessive. C'est très convaincant. Je suppose que tu n'as pas vu les journaux pendant ton séjour ici? Non. Non, je n'ai pu qu'écouter la radio. Bien. C'est un triomphe, un festival. Le Vietnam, le Proche-Orient, les premiers départs en vacances ont cédé les gros titres à l'affaire Berthelot. Nixon, Pompidou, Madame Onassis et Mireille Mathieu se sont fait tout petits en première page de France Soir. Un véritable matraquage. Bref, vous avez visé juste. Beaucoup de gens, du reste, flairent la vérité. Déjà, la renommée porte ses premiers fruits. Costero m'a téléphoné hier matin, plus faucheton que jamais, en feignant de rentrer de voyage et de n'être au courant de rien. Il m'a annoncé que nous étions toujours sur les rangs pour la croisière des vins de France. Duchazot a appelé aussi. 10 jours après son refus catégorique, il réclame un projet détaillé et une prévision de budget. Je vous fais encore une fois tous mes compliments. Oui, ce n'est pas pour m'adresser tes compliments que tu t'es déplacé jusqu'ici. Pas seulement. Si tu commençais par m'expliquer, Francine. Expliquez quoi? Comment tu as su? Le plus bêtement du monde, en écoutant aux portes. Au bureau? Oui. Le soir d'une de vos répétitions générales. Ton personnage de magistrat ne manquait pas de justesse ni d'efficacité. Vous aviez tout prévu. C'est à se demander pourquoi vous n'avez pas fait fortune plus tôt. Si vous aviez mis à profit depuis 3 ans cet esprit inventif et ce sens du détail, l'agence n'aurait pas connu tant de problèmes. Il y a un gros risque tout de même, auquel il ne semble pas que vous ayez pensé. Lequel? Celui que tu meurs vraiment, avant d'avoir réapparu, et que l'on ne retrouve pas ton cadavre. Sophie a si parfaitement simulé ton meurtre imaginaire qu'elle serait dans une situation sans issue. Oui. Oui, bien sûr, ce n'est pas mathématiquement impossible, mais enfin, ce serait une coïncidence extraordinaire. Un hasard presque incroyable. À moins que le hasard n'y soit pour rien. Alors là, c'est du cinéma. Mais justement, c'est un peu de cinéma, votre machination. Je me suis amusée à compléter le scénario. On pourrait imaginer que tu es un ennemi mortel. Moi, par exemple. Toi? C'est trop drôle. Tu ne ferais pas de mal à une guêpe. À une guêpe, peut-être pas. À un couple de salauds, peut-être bien. Qu'est-ce que tu veux dire? On pourrait imaginer que je suis toujours amoureuse de toi, à en mourir, ou à en tuer. Que je n'ai jamais pardonné à Sophie d'avoir gâché mon existence. Que je n'ai pas cessé pendant 3 ans comme une idiote d'espérer que je te reprendrais. Que chaque jour passé à vos côtés au spectacle de votre interminable et 40 lunes de miel me rendait un peu plus malade de jalousie. Je suppose que tu plaisantes. Ça oublie vite un homme. Hein? Tu oublies que j'étais mariée, Jean-Pierre, et que j'ai divorcé à cause de toi. Tu oublies que tu m'avais fait un enfant, et puis qu'un beau matin tu n'en as plus voulu. Tu oublies qu'à cause de toi, je n'en aurai plus jamais d'autre. À cause de toi et de Sophie. Non, Francine. Tais-toi. Tu fais des découvertes, n'est-ce pas? Francine, la douce Francine, la résignée, qui acceptait tous les coups sans se plaindre, et qui en plus veillait comme une sœur attentive sur votre mariage bienheureux. Tu ne la reconnais plus. Vous aviez fait de moi une vieille fille avant l'âge, moitié bonne de curé, moitié fondée de pouvoir, qui travaillait à votre place quand vous alliez recouler à la campagne, qu'on ne payait pas 1 mois sur 2, et qu'on payait mal 2 mois sur 4, qui prêtait sa voiture, qui faisait le ménage du bureau le matin. Écoute, Francine. Oh, tais-toi. Ne m'approche pas, Jean-Pierre, je te le conseille. Je n'ai supporté tout cela, je ne suis restée avec vous que dans l'attente d'une revanche. Oh, sans trop savoir laquelle, d'ailleurs. Et il y a 1 mois encore, quand ta femme est venue m'annoncer, toute fondante d'une joie qui me faisait mal, que tu allais être papa et que je serais ma reine, j'ai dû serrer les dents pour ne pas lui sauter à la figure. Et aujourd'hui, voilà que vous m'offrez une chance magnifique de me payer de tout en une seule fois.
Dis-moi que je rêve, que je... Non, que je... non, tu ne rêves pas. Regarde, voici ton pistolet. Je l'ai pris ce matin dans le coffre-fort de l'agence. Il est chargé et je saurai m'en servir. Francine. Ne bouge pas, Jean-Pierre. Laisse-moi te raconter la fin du film. Je n'en ai plus que pour 1 minute. Moi aussi, j'ai tout prévu. Je connais cette région, tu le sais. Nous y avons passé un dimanche avec cette chère Sophie et Philippe Dallier et sa femme. Philippe nous a conduits au barrage de retenue des eaux de la Seine, à quelques kilomètres d'ici. Dans moins d'1 heure, tu y reposeras par 28 mètres de fond, lesté de 4 pièces de fonte de 20 kilos chacune. Je suis venu, à 2 reprises, reconnaître l'endroit d'où tu basculeras. Il est très discret. On peut arrêter la voiture à 50 centimètres du bord. Je n'aurai pas à te porter bien longtemps. Et dans cette maison, j'effacerai soigneusement avant de partir jusqu'à la moindre trace de ton séjour. Sans jamais ôter mes gants, bien entendu. Francine. Francine, si c'est une farce, je la trouve de très mauvais goût. Pour Sophie, oui. Ça va être une très mauvaise farce. Pour toi, ce sera vite fini. Adieu, Jean-Pierre. Je t'aimais, tu sais. Pierre Billard vous a présenté ce soir Au four et au moulin, un film radiophonique de Pierre Frachet, avec Jean-Claude Michel, Paul Emmanuel, Jean-Pierre Lituac et Bernadette Lange. Prise de son Robert Pierrel. Collaboration technique Yvette Hugo. Bruitage Joël Noël. Assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard.